Tra la 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 la. La raison pour laquelle je propose cet atelier, c'est parce que les combats sur Nullbuck sont extrêmement longs comparés à ce qu'ils devraient être et comme on les voit dans les films, c'est-à-dire les combats dynamiques et prenants. Euh, et donc, je vous propose de voir en euh, quatre parties, quatre gros axes pour rendre les combats plus intéressants, plus fluides et améliorer globalement la qualité de vos parties. Et au total, c'est découpé en 16 points. Le premier grand axe, et c'est certainement le plus important, si les combats sont si chiants, c'est simplement de ne pas faire de combat. Ça me paraît stupide comme ça, mais quand on fait des scénarios de type vas-tu reviens, finalement, la seule raison pour laquelle on peut les faire, c'est gagner de l'expérience, gagner des points d'expérience ou gagner du loot, mais on s'emmerde pendant toute la partie. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez dans le jeu de rôle? Dans ma conception du jeu de rôle, l'objectif d'une partie, c'est d'avoir un truc qui soit très immersif et où on puisse faire évoluer son personnage, c'est-à-dire la personnalité de son personnage, où on puisse lui construire une histoire. Dans les donjons, c'est assez souvent la même chose. Il y a beaucoup de salles où il y a uniquement des combats et où les combats sont très linéaires et où on s'ennuie. On peut très bien faire des parties passionnantes et je dirais que les parties les plus intéressantes sont celles où il y a le moins de combats et où les combats ne sont pas prévus dans le scénario. Les combats viendront très certainement parce qu'il y aura des confrontations. Les confrontations peuvent se faire de manière orale, peuvent se faire de manière assez vicieuse en faisant des coups dans le dos des gens, des confrontations politiques, et parfois il y aura une confrontation sous forme de combat. C'est un truc que vous n'aurez pas prévu, et ce sera d'autant plus intéressant parce qu'on fera un combat pour quelque chose, pour une raison, et non pas simplement parce qu'il y a un commanditaire qui nous a dit bon, bah, il faut tuer 20 orques. Voilà, et vous revenez. Et là, derrière le combat, il y aura un objectif qui permettra d'aborder le combat d'une manière différente. On va le voir un petit peu par la suite. Et donc, il faut toujours que vous prévoyiez dans le scénario des alternatives à la baston. Incitez vos joueurs à aller dans les voies de l'infiltration, d'utiliser des déguisements, la ruse. Vous pouvez le suggérer en cours de scénario et vous pouvez leur dire aussi en fin de scénario, leur faire remarquer. Ah, vous auriez pu faire comme ça, comme ça, comme ça. Pensez-y pour les prochaines fois. C'est des pistes de jeu intéressantes à explorer aussi. Et comment est-ce que vous pouvez en jeu inciter les joueurs à explorer ces voies-là? Donc, la première chose par des PNJ, ou tout simplement, si vous mettez des ennemis qui sont simplement beaucoup trop forts ou beaucoup trop nombreux pour vos joueurs, pour leurs personnages, ils vont se poser la question, parce que le réflexe du joueur, au début, le joueur de base se dit le MJ me met un monstre, donc il faut que j'y aille, il faut que je le bute. Au bout d'un moment, il va comprendre, si vous lui mettez des opposants comme ça, mon personnage rencontre un monstre, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose d'aller lui poutrer la gueule. Parce que bah, il aura éventuellement testé, et quand il sera lancé tout seul face à 100 orques, bah, il aura pris une raclée, ou alors 100 ogres, il sera pris une raclée aussi. Et on arrive très bien à faire des scénarios passionnants avec des ennemis qui sont beaucoup plus puissants que les joueurs. Fais un exemple, par exemple, avec des personnages niveau 1 ou 2, et ben, leur objectif, c'était de s'infiltrer dans un camp d'ogres et de récupérer un objet dans un camp d'ogres. Et donc, effectivement, s'ils tombaient face à un ogre, c'était la merde pour eux. Point numéro 3, comment est-ce qu'on termine les combats? Les combats, dans la plupart du temps, ils vont se terminer quand on aura éliminé tous les ennemis sur Nullbuck Online. Or, c'est quelque chose qui est extrêmement long et surtout qui n'est pas réaliste. D'autres voies pour rendre vos combats plus courts, c'est d'envisager la fuite, l'évanouissement, la reddition des adversaires. Ça rend le combat plus réaliste, ça donne des opportunités de jeu comme frapper dans le dos, ou alors poursuivre, faire une filature derrière, ou alors faire des interrogatoires sur un ennemi qui est évanoui, ou lui faire des sales trucs comme le pendre par les pieds dans un puits. Vous pouvez aussi penser à utiliser le poison fait dodo, que ce soit contre vos joueurs, ou prendre en otage un personnage non joueur, ou voire un personnage joueur. Utiliser l'intimidation. Vous pouvez demander des tests de courage aux joueurs, enfin aux personnages, pour savoir comment, s'ils ont envie de se partir en courant ou pas, parce que ça, c'est des choses qu'on fait jamais. Mais techniquement, un personnage peut avoir envie, un personnage joueur peut avoir envie de fuir un combat aussi. Et faites faire des tests de courage aux adversaires. C'est des réflexes qu'il faut prendre. C'est pas quand on est dans une dynamique de combat très linéaire, comme on fait habituellement depuis les 30 points de vie jusqu'au 0 point de vie, on n'y pense pas forcément, mais c'est des choses auxquelles il faut éventuellement penser en amont du combat, s'il va y avoir un combat. Et sinon, se forcer, mettez-le sur un post-it par exemple, quelles sont les voies de sortie du combat, et
éviter au maximum que ça se solde, que le combat s'arrête quand vous avez éliminé tous les ennemis. Ça doit s'arrêter bien plus tôt. Donc ça, c'était le premier axe. Il faut arrêter les combats, limiter la durée des combats. Voilà. Explorer d'autres voies. Le deuxième axe, c'est de rendre le combat plus immersif. Comment est-ce qu'on rend un combat plus immersif? Ce qui se passe classiquement dans les combats sur Nullbuck Online, c'est ok, Chronos Gami dit j'attaque, le MJ dit lance ton dé, Chronos Gami dit 9, le MJ dit ça passe, Chronos Gami dit lance ton jet de dégâts, ok, j'ai fait 9, ok, il perd 30 points de vie, etc. Ça n'a rien d'immersif du tout. Et donc, il faut bannir ça au maximum, parce que c'est ce qui rend les choses très chiantes. Et je vais peut-être vous choquer sur le truc suivant, mais pour rendre le combat plus immersif, mon conseil, c'est de ne pas utiliser de plan ni de token dans les combats. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez des plans et des tokens, ils vont se substituer à la richesse de l'imaginaire du joueur. Ça va se devenir simplement une sorte de jeu de déplacement stratégique, jeu de société et jeu de lancer de dés. C'est-à-dire que le joueur ne va pas se sentir dans la peau de son personnage, ne va pas ressentir ce que va faire son personnage, il ne va pas visualiser autre qu'en 2 dimensions sur un plan les actions que peut faire son personnage dans l'espace, comme passer sous les jambes d'un adversaire, lui sauter sur le dos, ou faire des roulades, des choses comme ça. Et deuxième chose, si vous avez un support statique qui soit toujours là, toujours affiché, sur lequel il y a toutes les informations de combien il y a de où sont positionnés les ennemis, les joueurs n'ont pas besoin de suivre ce qui s'est passé pendant les tours des autres. Parce qu'ils ont simplement, quand vous leur dites, et ça arrive très souvent, de dire « Hey, c'est à toi !» Et le type était ailleurs sur une page Facebook parce que le combat est beaucoup trop long et pas intéressant. Et hop, il revient, il dit « Ok, on en est où? Ok, je fais ça. » Et souvent, d'ailleurs, il y a un décalage parce que l'ennemi qui est en face à lui est déjà mort, ou il n'a pas compris comment c'était, donc il repose des questions et ça rallonge encore plus la durée du combat. Et donc, les joueurs sont obligés d'être concentrés si tout se passe dans l'imaginaire, dans la tête, dans l'imaginaire collectif. C'est le premier point pour rendre un combat plus immersif. N'utilisez pas de plan ni de token. Le deuxième point, c'est de donner un nom et un caractère aux adversaires. Se battre contre 6 brigands, brigand 1, brigand 2, brigand 3, jusqu'à brigand 6, ça n'a aucun intérêt. Si je suis face à Bill le Borgne, qui a des cicatrices plein le visage, qui a des dents en moins, et puis qui se met à pleurer dès qu'il est touché, ou que je l'insulte, là, ça va rendre le combat enrichissant. Là, il va y avoir une dimension qui s'ajoute en plus du lancer de dés, quoi. Troisième point, ça va être de chercher l'originalité et l'interaction avec les éléments du décor. Je dirais que c'est un des trucs les plus importants pour rendre le combat immersif, c'est à partir du moment où vous n'avez pas de plan ni de token, vous pouvez avoir un décor extrêmement riche. Et donc, vous pouvez utiliser tout un tas d'autres actions, que ce soit pour vos monstres ou pour les joueurs, que celles qui sont classiquement l'attaque, la parade et l'esquive. Vous pouvez décrocher un rideau pour le lancer sur les aventuriers, vous barricader derrière une table, jeter des assiettes en porcelaine, menacer de faire sauter des barils de poudre, et plein de choses. Il faut jouer au maximum avec le décor, c'est le troisième point. Et encourager vos joueurs à être originaux dans leurs actions, en s'exclamant par exemple « Oh, un oiseau » pour distraire l'ennemi, etc. Le quatrième point, c'est de demander aux joueurs de décrire les actions de leur personnage plutôt que de vous décrire les actions de leur personnage. Vous n'avez pas la possibilité, en tant que MJ, de pouvoir envoyer des décharges électriques à vos joueurs à chaque fois qu'ils font une bêtise. Mais si on pouvait le faire à chaque fois qu'un joueur dit « j'attaque » ou alors « je pars », au lieu de « je vais lui enfoncer son casque sur le crâne d'un gros coup de massue », qui est beaucoup plus imagé et plus immersif, eh ben on leur enverrait ces décharges électriques si on avait l'occasion. Il faut, éventuellement, si vous voyez qu'un combat débute comme ça, par des j'attaque, je pars, etc., vous leur dites, ok, non, maintenant, on bannit ces phrases-là. On ne dit plus ça. Vous sortez du jeu et vous leur dites, ok, là, ça va être un combat de merde si on fait comme ça. Donc on change et on s'investit dedans. Pour les jets d'esquive, ne répondez pas, vous,
il a réussi son esquive. Dit, le brigand ne réagit pas, il est déconcentré par ton haleine, plutôt que ça passe pas. Et le joueur, quand il va faire ses dégâts, lance son dé de dégâts, vous voyez très bien, vous n'avez pas à lui demander son dé de dégâts, il a très bien compris qu'il avait réussi son coup si votre description est correcte. Il lance immédiatement son dé de dégâts, et puis il peut hurler « Prends ça, limace, splatch !» Et là, c'est immersif. Ne lisez pas les résultats des jets de dés à haute voix, parce qu'a priori, tout le monde les voit. Et laissez décrire les joueurs, comment ils ratent leur coup, comme ça les implique dans le, dans le jeu. Et faites-leur faire eux-mêmes le dégât des calculs, les points de vie qu'ils perdent. Ils n'ont pas besoin de vous pour ça, et ça ne fait que ralentir le combat. Puisque tout est dans le chat de toute façon. Et enfin, le dernier point pour augmenter l'immersion, c'est d'utiliser des musiques d'ambiance, soit des musiques sans paroles, en évitant la techno, le métal pour Nullbuck, pour rendre le combat plus immersif. Il y a plein de bandes originales de films qui sont fantastiques pour ça, et ça, c'est vraiment une valeur ajoutée fantastique pour les combats. J'ai sur Nullbuck Online, j'ai fait un sujet sur lequel j'ai recensé plein de musiques qui sont sur SoundCloud, qui peuvent être utilisées pour les combats, et je vous mets le lien également dans la taverne du poète. Sur ces deux premiers points, la limitation des combats et l'immersion sur les combats, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ouais, moi j'ai une petite remarque à faire. Oui. Parce qu'en fait, tu parles uniquement du JDR sur ordi, en fait, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Après, tu peux bien sûr inciter tes joueurs, enfin ne pas utiliser de plans, c'est plus naturel sur table, mais inciter tes joueurs à utiliser le décor, à ne pas dire j'attaque, ça marche aussi et utiliser les musiques, ça marche aussi dans le JDR sur table. Oui, bah oui, après. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres Et j'aurais deux autres points à reprendre de mon côté sur le combat plus immersif. Ouais. Le premier point, c'est sur pas de plan ni de token pour le combat. En fait, ça va surtout dépendre des joueurs, parce que certains joueurs, il faut vraiment s'animer, faut vraiment se rendre dans le décor. Surtout s'il est encore plus... surtout si le décor, 3 dimensions, si c'est sur Unity ou sur plateau, est vraiment détaillé. C'est ce que je me tue en fait à faire à chaque fois que je fais une partie, c'est je me tue, je passe 1 heure sur chaque map, à la rendre détaillée, à faire tous les objets, n'importe quoi, afin que le joueur soit vraiment immersif, soit vraiment immergé dedans, afin qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. S'il n'y a pas un objet, c'est qu'il ne peut pas l'utiliser. Eh bien, je faisais exactement la même chose quand, pendant mes premières années de JDR sur Nullbuck Online, je passais un temps fou sur MapTool ou Dungeoneer pour faire des plans extrêmement détaillés. Et finalement, je me suis rendu compte que, avec le recul, si toi, tu décris tout ce qu'il y a dans la pièce, c'est beaucoup plus riche que si tu le remets sur le plan. Et quand on est sur un plan, donc il y a déjà cette idée de perte de concentration, parce que tu n'as pas besoin de suivre en permanence, mais ensuite, les éléments sur le plan sont statiques, et tu vas moins utiliser la troisième dimension, tu vas moins sauter sur un mur, ou rentrer dans une cheminée, ou lancer les trucs de la cheminée, ou grimper au rideau, ou lancer les meubles à travers la pièce, que si tu es dans l'imaginaire. Et tu vas prendre tu t'imagineras moins le truc que si tu déplaces tes pions sur une carte, que si tu t'imagines toi en train de bouger dans la salle. Essaye de faire des combats sans cartes et rapporte-moi la différence. Ça marche. Depuis que j'ai testé, je fais plus que des combats sans cartes. Ça sonne un petit peu comme Juste les combats ou tout le scénario? Mis à part pour les cartes de grands déplacements sur la terre de Fang, j'utilise pas de cartes. Non. J'utilise pas mal de handouts pour pas mal de petits éléments, mais pas de cartes. Tu avais une deuxième remarque, Albator? Seconde remarque, mais ça c'est plus un commentaire rajouté, sur les musiques d'ambiance, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de musique sur SoundCloud, en tant que MJ, je prends l'application qui est gratuite, Watch Together. Enfin, en fait, tu peux mettre tu mets en ligne, enfin tout le monde peut entendre les musiques de YouTube, tu veux rajouter, tu crées un salon, tu rajoutes des musiques, tout le monde entend, l'inscription est payante, pareil gratuit.
tu veux envoyer le lien, on est preneur aussi. Je fais- Sachant là que donc SoundCloud est plus directement intégré à Roll20, donc il faudra que vous hébergiez euh, sur Tabletop Audio, je crois que ça s'appelle, vos musiques. Vous pouvez les trouver sur SoundCloud. Ok, donc on a vu qu'il fallait arrêter, limiter les combats et rendre le combat plus immersif. Les points suivants, enfin le gros point suivant, c'est comment est-ce qu'on fluidifie un combat. Comme 3Q, on a fait la remarque tout à l'heure, un combat, quand on regarde ça en film, une passe d'armes, ça dure 2 secondes. Quand on joue ça en vrai, ça dure 1 minute au moins. Juste une attaque parade, quoi. Parce qu'il y a plein d'attaques parades qui se font en simultané, quoi, à travers tous les joueurs et tous les ennemis. Et donc, fluidifier le combat, premièrement, en luttant contre les petites pertes de temps. Ça, c'est plus de la technique. Dans Roll20, vous avez la possibilité de créer des macros qui font que quand vos joueurs vont cliquer sur un bouton qui s'appelle D20, ça va automatiquement lancer le dé. Et donc, tu n'as pas besoin de taper la commande, ça fluidifie le jeu. Et demandez à vos joueurs de créer aussi une macro pour chacun de pour leur dé de dégâts. Comme ça, pareil, ils cliquent sur le bouton, c'est plus rapide que de taper la commande. Deuxième point, vous pouvez tricher sur l'initiative pour ne pas trop segmenter les visualisations des scènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour prendre un exemple, si on a un ogre qui se bat avec un zombie pendant qu'un hobbit s'occupe d'un rat mutant, vous pouvez faire jouer d'abord le tour de l'ogre et du zombie à la suite, a priori par initiative, puis celui du hobbit et du rat à la suite, même si l'ogre a un courage de 12, le hobbit de 11 et le rat et le zombie ont que 10. Faites jouer, en quelque sorte, scène par scène dans un tour. Ça permet aux joueurs d'utiliser par exemple le mouvement de leur attaque pour se défendre ensuite, et inversement. Et ça vous aide, vous aussi, à ne pas avoir à refaire un petit descriptif de là où on s'en était arrêté juste avant que l'autre, qui est 1 mètre plus loin, ait fait son attaque. Vous avez des passes d'armes qui sont moins segmentées. Voilà. Et j'irai même plus loin que ça. Si vous avez des scènes qui sont vraiment un peu disjointes, sont totalement, voire même dans 2 pièces différentes, faites jouer peut-être 5 tours, enfin, jusqu'à ce qu'on ait une sorte de mini conclusion ou un moment critique sur une des scènes, mettons ogre contre rat, et ensuite vous faites jouer 5 tours de l'autre combat. Et comme ça, vous aurez des combats qui seront fluides et qui s'enchaîneront. Donc ça, c'était les premiers points, lutter contre les petites pertes de temps. Le deuxième point, c'est en disant fuck le système, en luttant contre les règles. Pourquoi? Donc là, ça va être les secrets de polychinelle du jeu de rôle Nullbuck, qui se partagent entre le MJ mais qui ne se disent habituellement jamais haute voix. Le MJ triche pour le bien du jeu. Si vous prenez le système de Nullbuck est terrible dans le sens négatif pour les combats. Il est extrêmement long. Il faut en moyenne 18 tours à un aventurier de niveau 1 pour tuer un bandit à l'épée. J'ai pris les caractéristiques du bandit des ruines d'Asgard et un aventurier de niveau 1 avec une arme à 1d6 plus 3. 18 tours si on ne considère pas les coups critiques. Vous pouvez trouver le calcul de probabilité juste sur le post animé à combat dans le spoiler. Et si c'est à l'arc, on tire une fois tous les 3 tours, qui n'est pas esquivable ou parable, c'est 23 tours qu'il faut à un aventurier pour tuer un bandit. Est-ce que vous avez envie d'un combat où on est 5 aventuriers, 5 bandits, que ça prenne 5, pas 5 fois 18 tours, mais que ça prenne 18 tours et qu'à chaque tour, on fasse passer 10 attaques? Je pense pas. Ça fait 100. J'imagine qu'en plus tu parles des bandits avec les stats de base de Nullbuck. Oui, c'est les bandits très très basiques. Ça fait 180 jets d'attaque et potentiellement aussi 180 jets de parade. Vous avez 360 jets de dés juste pour un combat des plus basiques, à 55. Comment est-ce qu'on se sort de ça? En suivant les règles?
Utilisez les coups spéciaux. Donnez des coups spéciaux à vos joueurs. Ça, personnellement, j'y pense jamais, mais à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que j'en donne. Mais ce serait bien que sur Nullbuck Online, on donne plus de coups spéciaux. Deuxième point, on revient au vieux système de règles où on considérait les coups critiques sur 1 et 2 et les échecs critiques sur 19 et 20. Les coups critiques et les échecs critiques vont beaucoup accélérer la durée du combat. Enfin, accélérer le combat. Puisque ils ont un impact très important d'un coup. Ils ignorent l'armure, ils sont imparables et inesquivables. Et puis, ils peuvent causer des dommages à l'adversaire. Par exemple, une hémorragie, auquel cas, s'il y a une hémorragie importante ou s'il y a un bras coupé à l'adversaire, l'adversaire ne continue pas le combat, a priori. Il va essayer de se rendre, il va essayer de fuir. Pensez à ce dont on a parlé au tout début. Une arme cassée, pareil, on se trouve désemparé, on va pouvoir se rendre. Un bon coup critique, on peut mettre la lame sous la gorge de l'adversaire et menacer de le tuer. Auquel cas, par exemple, si c'est le boss, l'adversaire va lever les mains et puis il va dire « Ok, les gars, rendez-vous, vous faites pas les cons ». En parlant à ses alliés. Donc, coups spéciaux, coups critiques sur 1 et 2, échecs critiques 19 et 20. Autre possibilité de triche, en quelque sorte, pour accélérer le combat, permettez au personnage d'agir après une esquive. Une autre possibilité, diminuer le temps de rechargement des armes de tir, qui sont actuellement 3 tours. Si vous faites du séquentiel, c'est-à-dire personnage par ordre d'initiative, vous êtes dans un combat avec 5 belligérants, ça fait que, donc pour tirer à l'arc, c'est tous les 3 tours, donc ça fait qu'il y a tous les 30 tours individuels, finalement, 5 plus 5, 10 x 3, tous les 30 tours, il y a 30 PJ ou PNJ qui doivent parler avant que vous puissiez faire une action. Et donc je vous conseille de diminuer le temps de rechargement des armes de tir, éventuellement 2 voire 1 tour. Voilà. C'est peut-être moins réaliste, mais c'est plus immersif, et ce qu'on cherche, c'est d'abord un truc qui soit prenant pour les joueurs, avant d'avoir un jeu qui soit réaliste. Vos monstres, et là on rentre dans le sacro graal de la tricherie du MJ, qu'il ne faut pas répéter, mis à part entre MJ, vous pouvez vous faire vos jets de dés en cachet. Et quand on a une attaque avec une probabilité de succès de 1 sur 2, puis une parade avec une probabilité de succès de 1 sur 2, donc 10 sur 20, 10 sur 20 dans les statistiques, ça fait qu'on va avoir au total une chance sur 4 pour infliger un petit peu de dégâts à l'adversaire. Parce qu'il y a toujours l'armure, etc. On diminue... Si vous considérez que les monstres réussissent automatiquement leurs attaques, et qu'ils ratent automatiquement leurs esquives ou leurs parades, vous diminuez la durée du combat par 2. Vous doublez la vitesse à laquelle les dégâts sont infligés. Et ça, vos joueurs ne sont pas obligés de le savoir. Parce que vous prenez votre dé, vous le faites rouler derrière le micro, vous faites semblant de faire un jet en cachet, alors vous n'avez pas besoin de le dire, et finalement, ça va se faire très très vite, et ce sera uniquement bénéfique pour vos joueurs, puisque le combat sera moins long et sera moins chiant. Et puis vous avez toujours la possibilité, bien entendu, de rire grassement, et puis de mettre un coup de pression aux joueurs si vous faites vos jets de dés en cachet. Donc, ça pour les attaques des monstres réussies automatiquement, les parades et les esquives et les résistances magiques des monstres ratées automatiquement. Là encore, vous décidez si c'est raté automatiquement ou pas. Hein. Si vous avez vraiment un ennemi, vous pensez qu'il est vraiment trop tôt pour qu'il se prenne ce sortilège de contrôle mental dans la gueule, vous lancez le jet de résistance magique. Hein. Ou alors vous dites que ça passe pas. Et enfin, pour continuer un petit peu dans cette voie-là, comment est-ce qu'on triche correctement ? Donc, faire ces jets de dés en cachet, ça permet de tricher et utiliser ça pour pouvoir permettre des actions qui soient particulièrement drôles ou pour annuler un coup décisif sur l'un des personnages joueurs si vous jugez que c'est vraiment pas le moment pour que ce personnage joueur, en début de donjon, se prenne ce coup-là. Et dernier point, vous pouvez choisir vous-même les conséquences d'une réussite ou d'un échec critique selon ce qui est le plus adapté à la situation plutôt que d'utiliser les tableaux. Par exemple, désarmer, couper un membre, donner une attaque d'opportunité,
lors d'une esquive critique, ça va accélérer particulièrement les combats. Voilà. Ça, c'était 16 techniques, 16 petites astuces que j'avais à vous donner. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur la manière de fluidifier le combat en luttant contre les pertes de temps, en luttant contre les règles et sur les manières de tricher correctement? Personnellement, il y a des mobs genre gobelins ou des petites conneries du genre, s'ils font un critique, je leur ferai infliger des dégâts supplémentaires, mais jamais je ferai couper un pied par un gobelin ou une main par un gobelin. Et tu veux dire ne pas considérer les coups critiques des monstres? C'est ce dont tu parles? Il y a des trucs en fonction des monstres, dans la table des critiques, tu vas l'adapter. Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. Oui, par exemple, un gobelin va pas pouvoir couper Un la tête gobelin d'un va pas barbare. couper le pied d'un ogre. Enfin, Oui, 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 oui. Et Alors après, pour te rejoindre sur ce point, dans le bestiaire officiel de la Terre de Fang, tu as clairement certains mobs ou animaux, c'est marqué qu'un coup critique, tu vas simplement considérer que c'est inesquivable et tu mets un bonus de plus 2 par exemple. ouais, mais typiquement, c'est un peu ce que je fais sur les gobelins. Hein. Je leur rajoute un bonus de dégâts, mais c'est à peu près tout. mais un gobelin, par contre, peut désarmer un adversaire éventuellement. Ouais, sur une mauvaise parade, ouais. Voilà. Un gobelin, sur un critique, peut sauter sur le bras de son adversaire, lui mettre le couteau sous la gorge. Le gobelin, je le vois plus, il va essayer de passer entre ses jambes, lui monter sur le dos. Ouais, voilà. Jouer là-dessus. Oui, on n'est pas obligé de frapper bêtement. Il y a plein de possibilités, quoi. Lui mettre les mains sur les yeux. Donc voilà, comme Milpseud, j'utilise plus de table des critiques, personnellement. Et tu fais en fonction du jet de confirmation qu'on va te donner, quoi. Ou même pas. Donc tu fais même pas de jet de confirmation. Non, je ne fais pas forcément de jet de confirmation, non. Je vois ce qui est le plus adapté au combat pour accélérer le combat et pour le rendre le plus intéressant en fonction de la situation. Ok, c'est tout ce que j'avais à vous dire personnellement. Donc maintenant, si vous voulez, on peut passer dans une sorte de table ronde un peu plus sous forme de discussion générale sur des sujets sur lesquels on peut discuter en profondeur, de débat. Et encore une fois, cette espèce d'astuce animer un combat est sous forme écrite. C'est un tutoriel que j'ai rédigé en 2013 et qui se trouve dans la taverne du poète, dans ce lien. Personnellement, j'aime bien aussi le système sur les esquives. Tu disais autorisé d'attaquer après une esquive. Moi, j'aime bien le système où, sur un très bon jet d'esquive, ils vont pouvoir attaquer. Mais s'ils font 16 ou 17 ou plus de 15, non, ils attaquent pas, quoi. À plus de 15, généralement, ils ratent leur esquive, mais... Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, sur genre à moins de 5, je vais les autoriser à attaquer après l'esquive. Mhm. S'ils font un jet Mhm. à peu près de la valeur Ouais. de leur adresse, ils vont faire une esquive classique, et puis sinon, ils ratent leur esquive. Bah, je n'autorise pas forcément automatiquement après l'esquive à attaquer. Oui, bah oui. Ouais, c'est vrai qu'il limite ça là dans la taverne du poète aussi. Parce que c'est vrai que la table de critique, en fait, c'est déjà. Donc, pour ceux qui n'auront pas le chat, Mipsud dit, le problème c'est que Mipsud dit qu'il n'utilise pas ces tables de critique, que c'est la règle numéro 1 dans Nullbuck, parce que le problème c'est quand le PJ dit je vais lui castrer ma masse dans la tête, et que la table des critiques dit que... Non, pardon. Quand le PJ dit qu'il va lui encastrer sa masse dans la tête, et que la réussite critique dit que ça lui enlève les testicules, ça fait pas de sens. Ouais. Voilà. Alors ça après j'ai un petit truc pour vous si jamais, mais après ça fait encore plus de tableaux, mais le mieux c'est juste de s'en servir comme appui. C'est le tableau des critiques localisées, ça fait 5 tableaux en plus, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée de la confirmation du critique par rapport à une zone localisée. Et donc C'est là, plus intéressant. là, tu vas chercher dans le réalisme, finalement un truc que tu pourrais faire toi en tant que MJ sans avoir besoin de cette table, juste par de la simple logique, et tu vas demander un jet supplémentaire qui va ralentir le combat. Ah non, ça c'est pour les gens qui ont envie de faire des critiques après, enfin, ceux qui veulent faire des confirmations, t'es pas obligé d'utiliser, c'est juste un point d'appui. Personnellement, il me dit j'ai envie de lui mettre un grand coup sur la tête, il fait un critique, bah il prend un grand coup sur la tête, quoi. Mhm. Tu lui mets un bon bonus de dégâts, ou alors tu étourdis l'adversaire. Je dirais, t'étourdis l'adversaire et tu fais tomber l'adversaire dans les pommes. Et là, Je pense que- pam, le combat il est carrément accéléré. Après, le MJ peut inventer un critique. Je veux dire, c'est vrai que t'as pas de table de critique, ça laisse un peu plus de place à l'imagination, quoi. Tu trouves un truc rapidement, puis... C'est vrai que se fier à la table des critiques, genre tu fais un chagrin sur 1, tu fais 3 chagrins sur 3, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, quoi. Bah, effectivement, s'il décrit une belle action, là, comme dit Mipsud, Ouais. je
encastrer ma masse dans la tête, tu peux pas trop aller te fier à la table des critiques. Après, ce que je trouve, après c'est mon avis, hein, mais c'est que dans Nullbuck, les critiques ils sont vachement. J'ai l'impression qu'en fait on fait pas de dégâts, parce que genre quand on frappe dans la tête, les dégâts ils sont un peu plus élevés, mais ils restent quand même assez faibles, quoi. Parce qu'un coup dans la tête, normalement. Ah, c'est Ce que violent. je fais perso, c'est genre tu te prends un coup dans la tête, tu jettes un dé sur un chiffre impair, tu meurs, sur un chiffre impair, bah tu te prends un gros dégât, c'est tout, quoi. Parce que si je regarde pas peu. Après, il y a toujours la question, a-t-il un casque ou pas? Ouais, c'est sûr, mais même quand tu te prends genre un coup d'une masse qui fait 15 kilos en Ah plein bah au moins feu, t'es par au aveugle, moins t'es sonné. t'as beau avoir un casque en téflon avec des cornes et tout, la masse elle te bousille ton casque. Après, il faut voir aussi que. Enfin, après, c'est au niveau description, parce que sinon, ça n'a plus aucun sens. Mais toutes les attaques qu'il porte ne sont pas forcément des coups qui sont frappés en plein au milieu du corps où le mec n'a pas bougé. Ça peut très bien être même une personne qui a raté son esquive, mais il se prend un coup dans la tête. Ça va être une entaille qui va lui lacérer tout le visage, lui trancher la partie de la bouche. Mais une attaque réussie à la tête, c'est pas forcément je te vise en plein milieu de la boîte crânienne. Ça peut très bien être des coups. Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que tu ne vas pas forcément mourir tout de suite sur une attaque à la tête. Et un point important que tu soulèves, c'est si je réussis mon attaque, non, si je rate mon attaque, pardon, si je rate mon attaque, comment est-ce que je décris le fait que je rate mon attaque? Bah c'est ça, quoi. Eh ben, Ah bah, tu peux, même si le type qui est en face a pas fait de jet d'esquive ou de jet de parade, dans la description, tu vas dire il a fait une esquive ou il a fait une parade, ou alors si tu as vraiment raté ton attaque, tu as 2 ou 3, ben, tac, tu dis ton arme s'est coincée derrière toi, hein, dans le mur. Et du coup, tu es un peu plus vulnérable. C'est vrai que si tu dis juste tu réussis ton attaque, tu loupes ton attaque, tu réussis ton attaque, ça fait. Après, il faut bien décrire comment tu peux glisser par terre ou mettre un coup d'épée trop fort et du coup être déséquilibré. Voilà, parce que il y a, bon, il y a quelques MJ qui s'amusent à se dire bon, bah, tu fais le ventilateur, c'est-à-dire tu agites ton arme devant toi sans toucher ton ennemi, alors que ton ennemi est statique et techniquement, si tu t'en fies au jet de dés, bah, il n'a pas bougé. Quel cas tu te sens vraiment con, quoi. Et c'est pas très immersif. C'est un autre truc que je fais souvent et que je trouvais vachement important et que c'est assez dur à gérer pour certains MJ et qui me paraît vachement important pour fluidifier les combats, c'est au niveau des bonus et des malus sur les attaques. Il faut voir que le combat, je pense que c'est censé être ce que tout le monde considère, mais pas forcément. Un ennemi, si jamais tu as besoin d'un jet d'attaque pour le toucher, c'est parce qu'il est face à toi, qu'il te juge, il a son arme qui est levée, il est préparé tes attaques, il est déjà en train de bouger pour esquiver tes attaques. C'est pour ça que tu as besoin d'un jet d'attaque. Par exemple, quelqu'un qui est dos face à un mur, qui bouge pas, ça va être compliqué pour lui de toucher. Tu auras des bonus à l'attaque. Il est complètement immobile, il t'a pas vu. Tu veux lui porter la dague dans la tête, il t'a pas entendu. Pourquoi tu demandes un jet d'attaque? À part pour le plaisir de le voir faire un 20, mais même sur un 15, ça passe. Tu as un ennemi qui est au sol immobile, à part si tu veux viser par exemple une zone comme la tête où le mec se débat, tu vises le torse alors que le mec est au sol en train de se relever, c'est pas forcément la peine non plus de lui demander un jet d'attaque. Bah, c'est des jets inutiles qui. C'est un peu le même principe. Enfin, t'as 3 mecs qui arrivent sur le groupe d'aventuriers dans un couloir. Il y en a un qui tire une flèche, il rate le premier. Il y a quand même de grandes chances qu'il touche ceux de derrière, quoi. C'est ça. Voilà, donc personne immobile, pas besoin de faire de jet d'attaque. Un mage qui est en train de caster, qui bouge pas, il n'y a pas besoin de faire un jet d'attaque pour le toucher. C'est vraiment des détails qui sont pas forcément pensés à chaque fois, mais pensez à bien bonusser en fonction de si un mec ne bouge pas, s'il est immobile, s'il est un peu stun, si tu prends de dos, s'il fait pas attention à toi, si vous êtes en surnombre. C'est vraiment des paramètres à bonusser, à prendre en compte pour fluidifier les combats aussi, parce que les stats d'attaque à 8 à bas niveau, ça aide pas beaucoup, donc faut bien penser aussi à bonusser les actions des joueurs en fonction et de leurs actions et de la situation dans laquelle l'adversaire est. Inversement pour les joueurs aussi. Si les joueurs sont face à 3 voleurs, ça va être compliqué d'esquiver les attaques de 3 personnes en même temps. Il n'y a pas que le jet d'esquive ou le jet de parade qui compte. Il y a aussi le fait que les voleurs auront plus de facilité à le toucher. Ils seront plusieurs. Percer la garde d'une personne qui est en surnombre, c'est plus facile. Mais de base, si les joueurs sont face à 3 voleurs, normalement, les joueurs sont pas face à 3 voleurs dans un couloir. Si les joueurs sont face à 3 voleurs, il y a un voleur qui est sur un toit là-bas, qui a un arc, il y en a un autre qui a du poison fait dodo, et le troisième, je sais pas, qui est dans une bouche d'égout et qui leur taille les arrêts. Pensez au contexte à chaque fois et à jouer avec le décor. Faites pas des combats où les types rentrent dans une salle, oh il y a des monstres, pam, je leur tape dessus.
Après, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure en fonction de. Parce que c'est vrai que les joueurs, peu importe le niveau d'ennemi, ils vont toujours attaquer. Moi, je me rappelle une partie que j'ai fait, on était contre une espèce d'ours mutant. Et en gros, c'est genre. Quand il réussissait son attaque, il te faisait. Quand il te touchait, tu perdais la moitié de tes points de vie, quoi. Et donc, nous, on continue à l'attaquer bêtement. Et après, je pense que ça, c'est vraiment important de bien faire comprendre aux joueurs qu'ils sont pas obligés d'attaquer à chaque fois. Mhm. Là, je voulais juste rebondir là-dessus. Parce que l'ours mutant, tu lui balances un steak empoisonné, puis tu récupères sa peau après. Hein. Moi, je me rappelle, j'ai attaqué comme un mongol, quoi. Et genre, il m'a tout shot, quoi. Il m'a tapé une fois, je sais plus quoi, j'ai perdu 12 points de vie, puis il m'a retapé une fois, j'en ai perdu 14, bah, je suis mort. Voilà. C'était un tutoriel sur la prudence. Tu Novaki, l'enfant de dragon. Mais après, je sais pas si t'en as parlé aussi de ça, mais bon, ça paraît logique. Genre, par exemple, quand une attaque, par exemple, quelqu'un qui se prend un coup d'épée sur les hanches, bah, c'est quand même un coup d'épée, quoi. Ça fait mal, soit il tombe par terre, je lui dirais, il va pas rester debout et attaquer juste après. Mais ça, c'est déjà précisé dans les règles, donc. Oui, interpréter les attaques, bien sûr. Hein, sur les... Oui, voilà. ça, tu repousses l'ennemi, tu lui donnes un grand coup, tu le sonnes, il fait quelques petits pas en arrière, éventuellement il trébuche sur une marche, il tombe de l'escalier. Et donc ça reprend le fait d'éviter de faire trop de combats pour éviter que ça soit trop compliqué pour la MJ. Le fait de faire trop de combats, c'est pas pour éviter que ce soit trop compliqué pour le MJ, c'est pour éviter que la partie soit chiante. Puis c'est chiant, quoi. C'est vrai que dans le jeu DRL, c'est genre, en gros, tu jettes tes dés, tu comprends, tu fais que ça, quoi. T'attaques, tu regardes s'il réussit sa parade, il réussit sa parade, c'est bloqué, hop. Mais... Après, ce que tu disais tout à l'heure, là, c'était combien 360 jets de dés pour 5 personnes, c'est ça? 55, oui, niveau 1, 5 bandits, oui, c'est ça. Oh la vache. Donc voilà. Puis c'est encore plus insupportable quand en description tu as raté ton attaque. Ah bah j'ai frappé à côté. Mais parce que si C'est un détail, mais au bout de 60 jets de dés, quand Ouais, tu ouais, touches voilà. pas un mec immobile, ah bah t'es mauvais. Enfin, on est dans Nullbug, d'accord, mais les descriptions à un moment où t'es nul, au moment en tant que joueur, je pense que vous avez tous dû le ressentir au moins une fois. Quand on te prend pour le dernier des cons, quand tu touches pas un mec immobile, ça devient très vite irritant. Voilà, faites de belles des descriptions intéressantes et rigolotes. Et il y a un biais qui est, si on fait effectivement 300 jet de dés à la suite, à la fin, le MJ et les joueurs ont pu forcément avoir l'envie de décrire des actions sympathiques, quoi. Tandis que C'est ça, il va décrire les premières actions, puis après, il va voilà, se passer. si le combat dure 5 ou 6 tours, là, on peut avoir un combat qui soit intense et intéressant. Et il y a plein de... Moi, je jouais également à Crime et à Tedeum, et dans Crime et Tedeum, les combats, ils durent 2 tours, 3 tours. Et c'est des combats de dingue. Enfin, Après, le système de combat est peut-être vachement adapté. oui, le système de combat de Nullbuck est pas fantastique. C'est un euphémisme. Ouais, c'est un système de combat basique, quoi. C'est pour découvrir un peu. Bah, il a été fait pour être simple au niveau règles. Du coup, ça ne le rend pas spécialement meilleur. Ouais, c'est ça. Si la simplicité, ça a toujours du bon quand tu fais des règles. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires, interrogations? Dernier commentaire en tant que MJ. Et là-dessus, en fait, je reprends sur le fait des critiques de 1, 12, 19, 20. En tant que MJ, j'ai demandé à mes joueurs de prendre plutôt des D100 à la place des D20. Déjà, il y a plus, pour les raisons personnelles, je trouve qu'il y a plus de possibilités de résultats. Et ensuite, du coup, les critiques sont de 1 à 10, enfin de 1 à 5 et de 96 à 100. Donc ça peut passer de 1 à 10, 91 à 100. Et en fait, j'ai fait le système à D100 pour pouvoir créer un tableau spécialement dédié pour le D100 pour les critiques. Par exemple, dans les armes contendantes, tu lui demandes de taper à la tête, il va faire entre 1 et 5. Je regarde mon tableau rapidement, bon bah ça fait ça globalement. Et je lui décris totalement ce que j'ai imaginé. Donc en fait, je conseille aux MJ qui sont toujours rebutés sur le fait de ne pas avoir de tableau de critique, de créer votre propre tableau de critique avec votre propre gestion de dés. Moi personnellement c'est un D100, vous pouvez prendre toujours un D20 si vous voulez. Bah ouais, mais après, j'ai rebondi sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que se fier au tableau des critiques, c'est peut-être pas la meilleure solution, quoi.
c'est ce qu'on disait, ouais, c'est si tu fais une super belle action et puis qu'au final, si un joueur te décrit une action, tu vois, il fait ça et puis toi, tu viens de lui dire en un seul jet de dire, ah bah non, finalement, ça touche pas du tout ici. Parce que ce sera. Bon, déjà, tu changes de dé, donc c'est un Swift quand même, un peu par rapport à un Nullbuck, qui est assez, voilà, assez gros. Et avec le tableau des critiques, ce que disait Omipse, tu n'as pas toujours des trucs qui sont cohérents avec l'intention du joueur, et tu vas aussi ralentir le combat, puisque tu vas te référer à un tableau à chaque fois, et ça va prendre un petit peu de temps. Et si tu fais ça plein de fois. De demander aux joueurs de se relancer un noté pour le tableau des critiques, je prends directement une valeur Oui, déjà prédéterminée. oui, mais ce qui est plus simple, c'est que tu vois qu'il fait un critique, tu inventes le résultat. Tu ne demandes pas de relancer quoi que ce soit, et tu n'as pas de tableau à Ouais, je regarder. suis d'accord, ouais. Ou alors se fier au tableau des critiques localisées, mais après, bon, ça fait un peu plus de dégâts, ou alors c'est au MJ de faire ses. Le joueur fait un échec critique, c'est le MJ qui lance le dé pour voir. Après, moi, le tableau des échecs critiques, enfin des succès critiques localisés, je vous l'ai mis à titre indicatif, mais vraiment l'important, peu importe votre manière de MJ, c'est que vous soyez à l'aise quand vous allez MJ et que ce soit fluide et dynamique. Si vous trouvez ça plus fluide pour vous en regardant un tableau, utilisez le tableau. Si ça vous ralentit, n'utilisez pas. Mais l'important, c'est la fluidité du combat et des actions que vous allez donner. Si vous perdez du temps à regarder dans les tableaux, ça ne sera ni bon ni pour vous, ni pour les joueurs en général. Ok, il est bientôt midi. J'ai une petite question pour vous avant qu'on termine. Après cette discussion et cette présentation, est-ce que vous avez envie de changer des trucs pour votre prochaine partie, d'essayer des trucs? Et si oui, quoi? Qu'est-ce que vous allez faire, mettre en place pour votre prochaine partie? On peut faire dans l'ordre du chat si vous voulez. Alors, le chat, ça le bateau. Du coup, c'est pour premier. Bah, vas-y, ouais. Je reprends toutes les notes en attendant. Effectivement, en tant qu'AMG, je reprends 6 combats. Si le combat est chiant, bah du coup, pas de combat. Effectivement, en tant qu'AMG, j'ai surtout. Ma principale raison en fait d'MJT, c'était surtout pour les combats que je trouvais assez passionnants. Sauf que quand je me suis rendu compte qu'un joueur m'a fait, bon, bah, il y a 4 brigands, 4 joueurs, on a passé 2 heures à faire le combat, effectivement, tu rebues d'un coup. Et tu dis qu'il faut changer un peu la donne. Du coup, j'ai décidé de faire des combats nettement plus courts, d'éviter les combats de. Ok. Chronos? Ensuite, Ah non, c'est à moins que Ouais, Ah non, parce que je vais Albator n'a surtout pas terminé, peut-être. non, ouais, j'ai juste repris le premier point, excusez-moi. Ensuite, je prends le combat le plus immersif. Je regarde toutes les. Excusez-moi. On peut demander à Chronos en attendant éventuellement. Non, c'est bon, j'ai fini. Excusez-moi. Ah, bravo. Non, bah bref, ce que j'ai essayé de changer surtout, c'est de donner un nom. Après, c'est vrai que je mets beaucoup d'ennemis en général qui ne sont pas des humains, donc alors trouver un nom, une personnalité, c'est un peu plus compliqué, même si j'essaye. Mais ouais, vraiment donner une personnalité au mob ou leur donner des spécificités, c'est quelque chose que j'ai pas fait encore beaucoup et qui pourrait rajouter ouais en combat un petit RP intéressante. Kamchatka? Allô? C'est vrai que je trouve que. Non, j'ai l'impression que tu lags beaucoup trop pour qu'on puisse comprendre quoi que ce soit. Éventuellement, tu peux nous le dire à l'écrit si tu veux. Omipse nous dit par le chat, personnellement, je ne faisais pas de map grandiose pour le combat, mais je vais arrêter la carte pour essayer. Et puis, je vais développer plus les ennemis afin de les rendre plus vivants. Evanak? Donc, Un peu plus sur leurs actions. Et d'autre part, je repense à un combat qui s'est passé dans une de mes dernières parties où j'aurais clairement pu plus interagir avec l'environnement, quoi. Essayer, tu vois, de leur projeter de la terre dans les yeux ou de leur jeter des caisses à la tronche. Ouais. Voilà, faites pas de combat si c'est juste un combat pour le combat, s'il n'y a pas d'objectif qui soit derrière, comme réussir à interpeller ce type-là, ou réussir à récupérer cet objet, auquel cas on peut passer à côté du combat. Si le combat est obligé, finalement, si c'est un combat à mort, c'est pas vraiment un combat intéressant. Essayez de faire des combats qui soient pas à mort, et essayez d'écourter les combats dans le sens où trouver des issues au combat qui ne soient pas la mort, la fuite, la reddition, etc. Ça, c'est un point important. Voilà, j'espère que cette table ronde vous a plu, enfin cet atelier vous a plu. Dans 2 semaines, le 2 décembre, on verra justement comment faire des scénarios qui soient plus basés sur l'intrigue, éventuellement l'enquête, que sur les combats. Voilà. Ok. C'est un atelier le matin. Si vous êtes intéressé, signalez-vous sur le post dédié sur Nullbuck Online, la session événement. Merci à tous d'avoir participé.